1935. J'ai attendu pour me changer que mon véhicule m'ait fait traverser l'espace-temps. C'est dans une antenne de la patrouille déguisée en entrepôt que j'ai troqué la tenue du bassin de Dniepr, fin du IVe siècle, contre celle des États-Unis, milieu du XXe siècle. Les principes de base, chemise et pantalon pour les hommes, robe pour les femmes, étaient les mêmes. Les différences de détail étaient innombrables. En dépit de son tissu rêche, ma panoplie gothique était bien plus confortable que le costume cravate. Je l'ai rangé dans la sacoche de mon sauteur ainsi que certains objets tels le gadget qui m'avait permis d'écouter depuis l'extérieur les discussions dans le hall d'Etherings. Vu la taille de ma lance, je l'ai laissé fixer au flanc de la machine. Cette dernière ne me servirait qu'à regagner le milieu où de telles armes avaient leur place. L'officier de garde ce jour-là était un homme jeune selon les critères du jour. Il serait déjà chef de famille dans maintes ères révolues, que j'impressionnais quelque peu. Sa position dans la hiérarchie de la patrouille était pourtant proche de la mienne. Pas plus que lui, je ne participais à la régulation du trafic temporel, au sauvetage des chrononautes en détresse et autres missions exaltantes. Je n'étais qu'un homme de science, ou plus exactement, un homme de lettres. Toutefois, je me déplaçais sans supervision, ce pourquoi il n'était pas qualifié. Il m'a regardé de biais tandis que j'émergeais du hangar pour gagner le bureau des plus quelconques, siège social d'une prétendue entreprise de travaux publics qui nous servait de couverture en ville à cette époque. « Soyez le bienvenu, monsieur Farnès. Vous avez été un peu secoué, on dirait. »« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» ai-je répondu machinalement. « Votre expression, monsieur, et votre démarche. » Je ne courais aucun danger. Peu soucieux d'aborder le sujet avec quiconque, excepté peut-être Laurie, et encore, après un certain délai, je l'ai planté là pour sortir dans la rue. Ici aussi, c'était l'automne, et j'ai savouré cet air vif, cette lumière chaude qui faisait le charme de New York avant que cette ville ne devienne invivable. L'année en cours précédait celle de ma naissance. Le verre et la pierre se dressaient vers des hauteurs inégalées, vers un ciel d'azur parsemé de rares nuages que portait une brise dont la fraîcheur me caressait. Les automobiles étaient suffisamment rares pour que leur odeur n'étouffe pas le parfum des marrons chauds, dont les marchands commençaient à émerger à l'issue de l'été. Je me suis dirigé vers la 5e avenue, longeant des boutiques de luxe et croisant certaines des plus belles femmes du monde, ainsi que des gens venus de tous les coins de la planète. En me rendant chez moi à pied, j'espérais me défaire d'une partie de la tension et du chagrin qui m'habitait. La ville, en plus de me stimuler, allait forcément m'apaiser, pas vrai? C'était ici que Laurie et moi avions choisi de vivre, nous qui aurions pu nous établir pratiquement partout, dans le passé comme dans l'avenir. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Comme la plupart des couples, nous voulions faire notre nid dans un environnement relativement familier, où nous ne serions pas obligés de tout réapprendre et de rester constamment sur nos gardes. Pour un Américain de race blanche, jouissant d'une bonne santé et de revenus confortables, les années 30 étaient une époque formidable. Les quelques éléments de confort encore inconnus, l'air conditionné par exemple, pouvaient être discrètement installés, quitte à les désactiver en présence d'invités ignorant tout du voyage temporel. Certes, Roosevelt et sa clique tenaient les rênes du pays, mais la transformation de la République en État capitaliste était à peine entamée et ne nous affectait guère dans notre vie quotidienne. La véritable désintégration de cette société ne débuterait, à mon avis, qu'après l'élection de 1964. Si nous avions choisi le Middle West où ma mère en ce moment se préparait à me mettre au monde, nous aurions dû faire preuve d'une grande circonspection. Mais la plupart des New-Yorkais étaient tolérants, ou tout le moins indifférents. Ma barbe en éventail et mes longs cheveux, que j'avais noués avec un catogan en changeant de tenue, n'attiraient guère l'attention, excepté des petits garçons qui me lançaient parfois des « vieux castors ». Aux yeux de notre logeur, de nos voisins et de quelques autres connaissances, j'étais un professeur de philologie germanique à la retraite, dont l'excentricité allait de soi. Et il ne s'agissait même pas d'un mensonge, du moins pas en totalité. Cette petite promenade aurait dû me calmer,
me rendre le recul nécessaire à un agent de la patrouille s'il ne veut pas que ses expériences le rendent fou. Nous devons comprendre que la réflexion de Pascal s'applique à tous les êtres humains dans l'ensemble de l'espace-temps, y compris à nous-mêmes. Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. Le comprendre dans nos tripes, afin de vivre dans le calme, sinon dans la sérénité. Enfin, mes Goths s'en tiraient à bon compte comparés par exemple à des millions de Juifs et de Tziganes dans l'Europe du futur proche, à des millions de Russes en ce moment même. Je n'y arrivais pas. C'étaient mes Goths. Leur spectre était si présent autour de moi que la rue, les buildings, les êtres de chair et de sang que je croisais devenaient irréels, tels des rêves à demi souvenus. Je pressai le pas, fonçant vers le sanctuaire que je trouverais auprès de Laurie.